Deuxième partie de notre émission, Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, bien sûr les télés locales, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Manon Aubry, votre interview sera retransmise sur les sites vidéo internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. On passe à l'actualité. La loi anti-casseurs arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À l'origine, issue de la droite, c'est Bruno Retailleau qui a fait voter au Sénat. Elle a été soumise à plus de 200 amendements. Est-ce que pour vous, c'est une loi au fond qu'on pourrait appeler anti-gilet jaune? Allez. Je pense que la loi, vous l'aviez dit, hein, elle a été élaborée en fait avant le mouvement des Gilets jaunes, donc elle pose plus foncièrement, au-delà de la mobilisation des Gilets jaunes, la question des libertés publiques. Et cette loi, au-delà d'être anti-Gilets jaunes, elle est surtout liberticide. Et c'est ça qui est le plus grave, je pense. Moi, j'ai travaillé avant dans les droits de l'homme. Et donc, quand on regarde cette loi sous le prisme des droits de l'homme, ça porte une certaine atteinte à la liberté de manifester. Et d'ailleurs, et des signes qui ne trompent pas, Amnesty International est vent debout contre cette loi. Je les cite, hein, cette loi permettrait à un pouvoir politique peu soucieux des droits de l'homme de priver arbitrairement des milliers de citoyens de manifester, de poursuivre arbitrairement de nombreux manifestants et de dissuader les autres de participer à des manifestations. Voilà, je pense que le débat est posé en ces termes aussi par Amnesty International. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de députés de la majorité qui sont mal à l'aise aussi face à cette loi, puisque quand la loi est passée en commission la semaine dernière à l'Assemblée nationale, un certain nombre d'amendements ont été déposés par des députés En Marche, notamment contre l'interdiction administrative de manifester. Donc je pense qu'il y a un certain malaise face à cette loi, y compris dans les rangs de la majorité. Quelles sont, expliquez-nous, quelles sont les propositions, les solutions que propose la France Insoumise pour lutter contre les casseurs dans les manifestations, très concrètement? Alors, très concrètement, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que ce qui me paraît dangereux à ce jour, c'est que vous disiez que c'était une loi anti-gilets jaunes. Ça veut dire qu'à la manifestation des gilets jaunes, le pouvoir et le gouvernement opposent l'arsenal répressif. Et donc, ça veut dire que ça crée une espèce d'escalade de violence qui m'inquiète. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Donc, je pense que pour répondre aux violences, il n'y a pas d'ordre sans justice sociale et fiscale. Le meilleur moyen, c'est de mettre un terme aux manifestations. Vous me l'accorderez, si pas de manifestation, pas de violence. Pour mettre un terme aux manifestations, il faut répondre aux demandes politiques exprimées par les manifestants qui évitera que des casseurs potentiellement contre les casseurs qui portent des cagoules, par exemple, qui agissent dans l'anonymat. Mais vous savez qu'en réalité, les policiers ont largement les moyens d'agir. Et d'ailleurs, se pose aussi la question à laquelle ne répond pas le gouvernement des violences policières, puisque là, on arrive sur le terrain on voit que le gouvernement se mobilise assez fortement sur la question des violences des casseurs, et on l'entend très peu sur la question des violences policières, des armes détenues par les policiers, des LBD, des grenades de désencerclement. Et les propositions de la France Insoumise, c'est le sens d'une proposition de loi qui va être déposée, c'est d'avoir un moratoire sur ces armes, de pouvoir les évaluer, d'avoir une commission d'enquête et d'y mettre un terme. C'est aussi le sens de la proposition du défenseur des droits qui s'inquiète, et d'ailleurs même de François de Rugy, qui à l'époque, en 2009, avait proposé une proposition de loi pour interdire les lanceurs de balles de défense. Patrice Moyon. Manon Aubry, les Gilets jaunes toujours, avec une setlist déposée pour les européennes, avec 10 noms et déjà 2 défections, dont celle du directeur de campagne. Comment est-ce que vous interprétez ces défections ? Je pense que ces défections illustrent aussi le malaise au sein du mouvement des Gilets jaunes. On sait qu'une grande partie des Gilets jaunes n'approuvait pas cette liste, qu'ils le voyaient comme une manière de diviser et une stratégie qui pouvait être exploitée par le gouvernement. Donc moi, je n'ai pas intérêt à agir, si vous voulez, en tant que tête de liste pour la France Insoumise, sur des listes Gilets jaunes. Peut-être qu'il y aura d'autres propositions à l'avenir. Moi, je ne veux pas décourager les gens de venir en politique. Plus on est à porter des messages similaires, mieux c'est. Maintenant, je pense qu'aussi un certain nombre de personnes n'étaient pas dupes sur des intentions qu'il pouvait y avoir derrière sur cette liste. Voilà, on va rester spectateur, on va voir si cette liste verra le jour. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Toujours est-il que moi, je voudrais porter dans le débat, dans les prochaines semaines et les prochains mois, jusqu'aux élections, les questions de justice fiscale, de défense des services publics, qui sont des enjeux européens et au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. Et plus nombreux on sera à le faire, mieux c'est.
Marcelo Westphred. Le président de la République est en Égypte et hier, il en a profité pour déplorer les 11 morts qu'il y a eu pendant ce mouvement. Mais alors, il a précisé que selon lui, aucun n'était dû aux forces de l'ordre. Est-ce que c'est votre avis, Manon Bry ? Vaut mieux tard que jamais pour avoir un mot de compassion pour ces 11 morts, mais je pense aussi aux 3000 blessés, que ce soit des mains arrachées, des éborgnés, qui vont garder des séquelles à vie pour avoir participé à une manifestation. Je regrette que le président de la République se dédouane immédiatement et n'ait pas un mot de reconnaissance sur le rôle aujourd'hui qu'a pu jouer la police dans un certain nombre de blessures. Je ne dis pas pour l'ensemble des morts. Est-ce qu'il y a eu des morts liées aux forces de l'ordre selon vous ? Est-ce que vous avez un seul exemple ? Bon, je ne vais pas citer d'exemple pour pas lancer la polémique là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a eu énormément de violences et énormément de blessés dus aux forces de l'ordre. Il y a plusieurs enquêtes de l'IGPN qui sont lancées. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, le défenseur des droits qui a pris la parole pour dire maintenant il faut mettre un moratoire sur les lanceurs de balles de défense qui sont la cause d'un certain nombre de blessures avec les grenades de désencerclement. Voilà, je pense qu'il faut une désescalade. Pour cette désescalade, il faut mettre un terme à l'utilisation de ces armes dont la France est la seule à utiliser. Donc il faut aussi remettre dans le contexte, on peut maintenir l'ordre sans avoir des armes d'une telle puissance et avec les conséquences qu'on connaît. Vraiment aujourd'hui, je vais avoir une pensée aussi pour ces 3000 blessés. Si Emmanuel Macron ne l'a pas, c'est dommage parce que je pense que ça ne participera pas à désescalader la violence qui est souhaitable pour tout le monde. Patrice Moyon. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron fixe 8 jours à Nicolás Maduro au Venezuela pour appeler à de nouvelles élections. Alors, on a du mal à comprendre la position de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, lui, appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale en France, mais il est contre de nouvelles élections au Venezuela. Quelle est votre position à vous ? Je pense que la situation n'est pas forcément comparable entre le Venezuela et la France. Il y a eu des élections au Venezuela contestées par l'opposition. Je pense sincèrement qu'il faut une sortie par le haut et un apaisement sur la situation du Venezuela. Je n'ai pas de jugement à apporter sur le gouvernement de Maduro, mais je pense qu'on a intérêt à avoir une médiation. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Moi, je vous le dis, je n'ai pas de position à avoir sur la politique nationale au Venezuela. Par contre, je suis sensible au drame humain qui se passe en ce moment au Venezuela et qui peut conduire à une guerre civile. Et donc, il faut une désescalade. Pour une désescalade, il faut un apaisement et pas attiser les tensions comme le font un certain nombre de pouvoirs étrangers. C'est un coup d'État ce qui se passe actuellement ? Oui, c'est un coup d'État. C'est ce que dit Jean-Luc. Oui, c'est un coup d'État. Et il ne faut pas, je me souviens notamment d'un édito du Monde, il faut pas, si on pense que l'élection précédente est un coup d'État, répondre à un coup d'État par un coup d'État, c'est une spirale infernale. Donc pour sortir de cette spirale infernale, il faut revenir devant les urnes, si nécessaire, mais il faut le faire dans des conditions qui soient sereines de la démocratie. Je pense en France, comme au Venezuela, qu'à la fin, c'est la démocratie qui doit trancher et permettre d'apaiser les choses. Mais le bilan économique et social de Nicolás Maduro est désastreux. Vous savez, je ne suis pas là pour défendre le bilan économique et social de Maduro. C'est pas, je pense que ce n'est pas mon rôle en tant qu'actrice politique en France. Vous êtes un peu en décalage avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Marcelo Westphred a raison. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait la défense d'un système économique et social qui a pu porter ses fruits dans le passé, mais n'est absolument pas derrière Maduro. Et de nouveau, je pense que ce n'est pas notre rôle. À l'inverse du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui eux se tiennent derrière et en soutien à l'opposition, moi j'ai envie d'avoir un discours d'apaisement. Ces derniers jours, oui, et je le regrette. Et c'est pour ça que je vous dis que la meilleure solution, c'est d'avoir une sortie par le haut, c'est une sortie par les urnes, c'est un apaisement et pas attiser les tensions comme le font les puissances étrangères, comme le fait les États-Unis qui sont derrière. Comme le demande Emmanuel Macron. C'est une possibilité d'avoir de nouvelles élections, mais encore faut-il assurer la sérénité de ces nouvelles élections, assurer la transparence de ces élections, et ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc l'ultimatum en la matière posé par Emmanuel Macron est trop court pour organiser des élections dans un cadre serein. C'est Manon Aubry, tête de liste aux Européennes de la France Insoumise, qui est notre invitée politique ce matin sur ce plateau. Manon Aubry, vous faites partie de ceux qui appellent à la grève générale le 5 février. Alors, dans l'état où est la France, on a d'ailleurs la une du Progrès aujourd'hui qui indique ce qu'a coûté, par exemple, ce que va coûter à la région la crise des Gilets jaunes avec les commerces en souffrance. Donc, dans l'état du pays, est-ce que c'est responsable d'appeler à la grève générale illimitée ?
Je vais vous dire aujourd'hui, ce qui est irresponsable, c'est l'attitude du gouvernement qui, après 12 semaines de mobilisation, ne répond toujours pas aux revendications économiques et sociales. Le droit de grève est un droit protégé par les droits de l'homme, est un droit en France, jusqu'à temps qu'une nouvelle loi vienne y porter atteinte davantage. Et donc, les premiers qui doivent être responsables, c'est le gouvernement. Mais pour mettre un terme à cela, c'est le gouvernement. Par ailleurs, je pense que le progrès est orienté dans sa présentation des choses. Mais de nouveau, il indique que la région va débloquer 8 millions d'euros pour aider les commerces en souffrance, tout ce qui s'est passé depuis des mois, qui a pénalisé les affaires, le commerce. D'instrumentaliser la situation économique et sociale pour dire, regardez, il y a des commerçants qui souffrent, mais c'est une vérité, vous savez, les prenez en premiers compte. à souffrir, monsieur, les premiers à souffrir, ce sont les gens qui sont dans la rue, qui sont sur les ronds-points depuis des semaines, qui vivent des minima sociaux, qui sont au chômage et qui demandent à vivre dignement. Et donc la première responsabilité du gouvernement est d'abord de répondre à ces revendications économiques et sociales. Et les petits commerçants, les petites entreprises, ceux qui ont souffert de cette crise. Les petits commerçants, le meilleur moyen d'y répondre, je vous donne un exemple très précis. 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est ce qui a été rendu aux ménages les plus riches à travers l'impôt de solidarité sur la fortune. Si vraiment c'est une situation si terrible que ça pour les petits commerçants, eh ben, je dis au gouvernement, rétablissez l'ISF et utilisez cette somme pour aider les petits commerçants. Parce que je pense aussi que dans cette crise et dans la vision de l'économie que nous portons à la France Insoumise, c'est celle de la défense des petits commerçants, ceux qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux, ceux qui payent leur juste part d'impôt, par exemple. Et c'est la question de l'injustice fiscale qui est posée par ce mouvement. Donc, de nouveau, je le dis, la meilleure façon de répondre à ce mouvement social, la meilleure façon d'apaiser les choses, de nouveau, d'avoir une sortie par le haut et d'apporter des réponses économiques et sociales. Justement. Et c'est ça qui va être demandé dans les rues le 5 février. Et je me félicite que les syndicats puissent rejoindre la mobilisation des Gilets jaunes en la matière. Alors justement, la France Insoumise est à la pointe du combat des Gilets jaunes, mais elle n'en profite pas. Pire, elle perd des points dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez cette chute dans les sondages de la France Insoumise en dépit de son soutien aux Gilets jaunes? Alors déjà, la première chose, c'est que nous soutenons les Gilets jaunes pour leurs revendications et nous ne sommes pas comme le Rassemblement national à le soutenir par opportunisme et après d'un coup s'arrêter. Mais vous n'avez pas tort, je ne le refuse pas, le Rassemblement national est en tête dans les sondages. La manière dont je l'analyse est de plusieurs choses. La première, c'est que, vous savez, souvent on m'interroge sur le Rassemblement national est devant, voire même convergence Rassemblement national France Insoumise, mais on a très peu de temps en général pour parler des revendications de fond. Et donc, je le dis, et c'est aussi pour ça que je m'engage en politique, le Rassemblement national n'est pas pour l'augmentation du SMIC. Le Rassemblement national n'est pas pour le partage des richesses. Ça fait partie des revendications qui sont au cœur du mouvement des Gilets jaunes et dont on parle assez peu. On sait assez peu quelle est la position réelle du Rassemblement national qui surfe là-dessus. Après, la campagne vient tout juste de commencer s'agissant des européennes. Et moi, j'ai envie de me battre avec mes tripes, avec mes convictions pour dire que oui, une alternative est possible. Oui, le partage des richesses est possible, y compris à travers des régulations au niveau européen. Et donc, j'espère aussi pouvoir inverser la tendance. Ça fait partie du débat politique. Est-ce que vous avez vu que ce soir, Raphaël Glucksmann, l'essayiste qui a son mouvement Place Publique, organise un meeting pour demander, supplier aux partis de gauche de se réunir, de ne pas partir divisés, sinon ça va être une catastrophe. Pourquoi LFI n'y va pas? Pourquoi la France Insoumise part seule dans son couloir? Alors, vous savez, moi j'ai beaucoup de sympathie pour les acteurs associatifs. Je pense à Claire Nouvian, par exemple, qui font partie de ce mouvement. Mais la vraie question, c'est sur quelle base politique? Aujourd'hui, on a un vrai point de divergence avec une partie des mouvements de gauche qui, pour moi, continue ces promesses faites sur l'Europe sociale, etc., sans mettre les moyens qui sont derrière. Et donc, un des points de divergence que nous avons est la méthode pour obtenir un changement radical au sein de l'Union européenne. C'est insurmontable entre vous? Non, je ne dis pas que c'est insurmontable. On peut par ailleurs avoir des discussions sans aucun problème. Vous savez, moi je viens du milieu associatif. J'ai passé mes années dans le milieu associatif à dialoguer avec différents pans du milieu associatif. Donc bien sûr que nous pouvons dialoguer, mais c'est la démocratie, nous pouvons dialoguer avec tout le monde. Par contre, là où il faudrait, pour moi, plus de clarté de la part de Place Publique et d'autres mouvements à gauche, et il nous parle des traités européens. Comment, dans le cadre des traités actuels, peut-on investir massivement dans la transition écologique? Peut-on lutter efficacement contre l'évasion fiscale? Donc pour nous, il faut changer le cadre de ces traités-là. Et pour ça, il faut imposer un rapport de force au sein de l'Union européenne. Je crois que ces mouvements n'y sont pas prêts et c'est dommage. Alors, justement, Pierre Larouturou et Jean Jouzel appellent aujourd'hui avec 500 personnalités européennes à la création d'une banque pour le climat. Si vous êtes...
vous êtes tête de liste aux européennes pour la France Insoumise. Est-ce que vous allez soutenir cette initiative ? Pourquoi pas? Mais je vais vous dire, la question qui est posée au-delà, c'est la question du rôle des banques centrales au niveau européen et en particulier de la Banque centrale européenne. On parle assez peu de cet acteur, qui est un acteur considéré par le grand public, par un acteur assez technocratique et difficile à comprendre. Mais son indépendance du pouvoir politique est aujourd'hui un problème pour pouvoir investir massivement dans la transition écologique et dans la relance économique. Et ça fait partie des propositions que nous portons. Nous sommes davantage en faveur d'une reprise en main politique de la Banque centrale, pas pour maîtriser tous les faits et gestes de la Banque centrale, mais c'est important de le dire, pour pouvoir investir massivement. Cette banque est proposée par Jean Jouzel et Pierre Larouturou, je pense que est une solution intermédiaire, donc elle n'est pas inintéressante, mais pour moi, elle ne pose pas suffisamment la question plus globale du rôle que joue la Banque centrale en Europe. Très vite. Manon Aubry, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez à Blanquefort, puisque la justice donne 15 jours de sursis pour que Ford refasse son plan de sauvegarde de l'emploi? Vos solutions, vos propositions? En une seconde. Je pense qu'il faut que l'État intervienne de manière radicale dans l'immédiat pour pouvoir contraindre la situation et faciliter la transition et le rachat. Et sur le plus long terme, organiser et réguler les licenciements économiques dans le cas d'entreprises qui font des bénéfices, qui reste quand même un vrai enjeu aujourd'hui, parce que ce n'est ni la première ni la dernière entreprise. Rachat, dette de l'État, les difficultés financières du journal L'Humanité. Manon Aubry, 1 million d'euros collectés auprès des lecteurs. Le journal est placé sous protection du tribunal de commerce. Vous les soutenez? Vous avez donné de l'argent pour l'Humanité? Oui, je les soutiens de tout mon corps. Je pense que la liberté de la presse est essentielle en France. Je me bats sans cesse pour cette liberté de la presse. Toutes les voix sont bonnes à entendre, et en particulier celle du journal L'Humanité. Donc j'espère vivement qu'ils vont pouvoir sortir de cette situation difficile. Merci beaucoup Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux élections européennes, qui était notre invité. Merci Patrice Moyon, merci beaucoup Marcelo Vestred. On passe Denis Jambard à Yves Tréhard au débrief de l'actualité dans un instant. Bonne journée. Voilà, nous sommes en direct et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction. Ah, mais monsieur du est observateur. Bonjour Cyril. Fait bonjour son à tout le entrée. monde. Et Bonjour, Yves Tréhard, merci d'être là. Et Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin, merci d'être là également ce matin. Bonjour Cyril, bonjour Yves, Bonjour. On démarre avec la loi anti-casseurs qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À l'origine, vous le savez, elle est issue de la droite. C'est Bruno Retailleau qui en avait été l'initiateur. Elle a été soumise à plus de 200 amendements. Est-ce que c'est une loi anti-gilet jaune, Yves Tréhard? Est-ce qu'elle est liberticide, comme l'a dit Manon Aubry? C'est une loi qui a été lancée à l'occasion, je dirais, par le gouvernement du mouvement des Gilets jaunes. C'est une loi qui est vidée de son contenu, parce qu'il ne reste plus rien. C'est pas ce qu'a dit Manon Aubry. Hein. Ah oui, mais Manon Aubry s'excite parce qu'elle fait de la politique et qu'elle essaye de se faire entendre et d'exister dans un débat qui n'existe pas, d'ailleurs. Parce que, sincèrement, je vous invite à lire cette loi. Cette loi prévoyait 3 choses. L'installation d'un périmètre de sécurité autour des manifestations, le fait de pouvoir interpeller de façon préventive des gens qui étaient cagoulés, hein, et puis troisièmement, l'établissement d'un fichier. Tout ça, me semble-t-il, va être abandonné parce que, eh bien, à l'intérieur même de la République en marche, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de savoir pourquoi en France, quand il y a une manifestation, il y a autant de violence. Vous savez, les violences de la police existent que parce qu'il y a des provocateurs et des casseurs. Tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est quand même la faute en premier, et il faut le dire et le répéter et le marteler, à Madame Aubry notamment, que la faute, elle est du côté de ceux qui provoquent semaine après semaine les policiers. Cela dit, on a une doctrine en France de maintien de l'ordre qui n'est pas du tout celle des autres pays européens, où il n'y a pas de... où les policiers ne sont pas armés, où ils se tiennent à distance des cortèges. Nous, chez nous, il faut toujours que ça se termine dans la baston. Denis Jambard, d'ailleurs, le président de la République, depuis l'Égypte, a dit que ces 11 morts qu'il déplorait n'étaient pas du fait du tout des violences policières. Non, non, bien sûr, mais c'est tentative de franchissement, de barrage, etc., etc. Bon, c'est vrai, de toute façon, chaque fois qu'on est dans une difficulté, on crée une loi de plus. Mais quand vous écoutez les policiers, très souvent, ils disent ça sert à rien, toutes ces lois, on a déjà tous les instruments nécessaires. Et en effet, on peut se demander quand même s'il ne faudrait pas faire un travail en amont plus profond sur les casseurs pour essayer de les traquer et éviter, en effet, qu'ils profitent de toutes les manifestations.
Parce Enfin, c'est qu'on pas en parle nouveau. beaucoup là, mais Ouais. rappelez-vous, mais même ouais. dans les manifestations très encadrées par les syndicats, la CGT, vous avez toujours des casseurs qui rentrent là-dedans. Mais chaque Alors, c'est beaucoup 31 plus décembre, spectaculaire il y a des peut-être voitures cette qui flambent fois-ci. aussi. Hein? Ah non, mais le 31 31 décembre, décembre. Non, ça mais n'a rien à attendez, voir, ça. c'est 1000 voitures tous les 31 décembre. Oui, mais et attends, il y a brûle des toutes les escroqueries. nuits. Il y a des escroqueries il y a des escroqueries à l'assurance dans Oui, le bien 31 sûr. décembre. C'est Oui. pas une manifestation. Là, ce sont les manifestations. Mais je vous rappellerai quand même qu'on a fait des progrès depuis le métro Charonne, vous savez, pendant la guerre d'Algérie, où là, ça tabassait et il y avait des morts. Là, il n'y a pas de morts. Il n'y a pas eu de mort, hein, quand même. Il y a quand même aussi. Mais le les fait que violences urbaines, elles sont pas nouvelles dans ce pays. Non mais attendez, il y a violence urbaine et manifestation, c'est différent. Violence urbaine, c'est le phénomène qui a eu lieu en 2005 avec des accès de fièvre dans des banlieues, dans des quartiers, ça c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec des manifestations. Là, les Gilets jaunes, c'est pas du tout d'ailleurs la même population à l'origine que ceux qui D'ailleurs, commettent les violences c'est pas des urbaines. Gilets ce sont jaunes. des... Ouais. Si, je suis désolé, parmi les casseurs et les gens violents, je vous invite à retourner à l'avenue Kléber au mois de décembre, c'était un paquet de gilets jaunes. Ce qui s'est passé autour de l'Arc de Triomphe début décembre, c'était des gilets jaunes. Arrêtons de penser qu'il n'y a que des casseurs. Non, il y a des fauteurs de troubles, il y a des gens d'extrême droite et d'extrême gauche, C'est votre mais avis, il y a aussi des gilets Denis jaunes. Jambard Et, Oui, et bien si sûr. vous écoutez le discours de M. Drouet, qui ne veut pas aller dialoguer, et de plein d'autres qui ne veulent pas aller dialoguer, ils sont dans quelle logique, ceux-là? Ils sont dans une logique hyper violente. Et leur discours est hyper violent. Donc il faut arrêter de jouer les anges, les petits anges, et puis que nous autres journalistes, on ne nomme pas les choses. Il faut nommer les choses. Ces gens-là ont un comportement qui n'est pas un Denis Jambard. comportement républicain. Oui, bah, je dirais que c'est une marge, hein, de toute façon. C'est pas non plus la masse des gilets jaunes. Voilà. Il y en a beaucoup quand même. Voilà. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, mais enfin, c'est une partie, Non, mais d'accord. un segment comme dans tout mouvement de ce type. Oui, mais Éric naturellement, Drouet, vous avez c'est des celui qui est extrémistes. connu aussi. Et hein. puis là, sans doute, en dehors des casseurs, en effet, vous avez une récupération par des extrémistes de droite et de gauche, comme vient de le dire Yves. Ça, si vous voulez, le problème, c'est de se concentrer là-dessus sans arrêt. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas les dénoncer. Naturellement, il faut les dénoncer, les traquer, les punir. Je suis absolument contre toutes ces violences. Mais en même temps, si vous voulez, la focalisation sur cette question-là fait que on passe à côté, sans doute, des problèmes qu'il y a Bien sûr. aujourd'hui dans la société française et qui sont exprimés peut-être, moi je sais pas, à 70, 80 ou 90% des gilets jaunes, malgré tout. Je voudrais qu'on passe à un deuxième thème, c'est la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous en savez? On voit qu'Emmanuel Macron, sur l'affaire des 80 km/h, qui est tout à fait emblématique de ce que voulait Édouard Philippe, est en train de rétro-pédaler, de dire qu'on va adapter cette mesure. On y a vu une critique sous-jacente du Premier ministre. On dit que même en off, comme on dit, le président de la République a dit non, c'est pas moi, c'est la faute d'Édouard Philippe, cette affaire. Il y a un problème dans le couple exécutif, Yves Tréhard. Non, il n'y Oui a ou pas un problème majeur, c'est qu'ils sont en désaccord sur la méthode de cette mesure. c'est un problème majeur, non? Oui, d'être dans mais enfin bon, il y a eu des pire accords. dans le passé. Vous savez, entre Pompidou et De Gaulle, Rocard ça et se passait Mitterrand. pas très bien. Rocard et Mitterrand. Je dirais que là, c'est sur une question de la vie quotidienne. Que là-dessus. Non, mais de toute manière, ce débat est ridicule. Voilà, arrêtons de... je veux dire, vous savez, c'est pas parce que la Vox Populi dit qu'elle est intelligente, cette Vox Populi. Il faut quand même arrêter de considérer que la vitesse... c'est la vitesse qui tue. C'est pas autre La chose. vitesse C'est et comme- l'alcool. Fumer tue, rouler vite tue, boire tue, il faut quand même le dire. Et de voir des élus locaux, de voir des gens qui en ont fait un abcès de fixation, mais c'est incroyable, quoi. Bon, en dehors de ça, je pense que de toute manière, ça va se terminer en sifflet et qu'ils vont dire chaque collectivité territoriale, notamment les conseils départementaux, décidera. Et pourquoi pas d'ailleurs, parce que souvent, eh bien, il faut adapter. Là, c'est pas une législation, c'est une réglementation au territoire. Ça n'a pas creusé un fossé entre le Premier ministre et le Président de la République de Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, donc je ne peux pas vous dire. C'est vrai que comme ça, il y a des dissonances. En tout cas, moi, j'étais pour cette mesure. Le Premier ministre a présenté les résultats de la sécurité routière hier. C'est et flagrant. on voit que c'est Ils sont bons. efficace. Ah oui. De toute façon, c'est la politique publique qui réussit le mieux dans ce pays depuis 30 ans. Il ne faut jamais oublier qu'il y avait 18 000 morts par an avec 2,5 points de moins, 2 fois moins de trafic routier il y a 40 ans dans ce pays. 18 000 morts, on est à 3 200 aujourd'hui. Tout ça, c'est le fruit d'une politique publique qui marche
peux vous dire que dans les années 70, quand on a fait le 130, le 110, le 90 et le port obligatoire de la ceinture, ça a protesté, mais il y avait quand même un travail d'explication permanent. Là, il faut quand même dire que sur ce sujet, le Premier ministre a été abandonné à la fois par le ministre de l'Intérieur, pas soutenu par l'Élysée. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre qu'on ne peut plus toujours décider tout seul parce qu'on est à Matignon. Le Premier ministre aurait en effet pris une décision qui aurait été partagée par les conseils départementaux, qui aurait peut-être, en disant, aménagé cette mesure générale. Ça en gros, il a raison sur le fond pour vous. Il a raison sur le fond, mais c'est la manière dont il a raison. Il a raison, les résultats sont là. Écoutez, 4 points de popularité, ça ne vaut pas 200 morts de plus sur la route. Bien sûr. Yves Tréhard. Non, mais c'est évident, il a raison. Mais c'est complètement, de toute manière, c'est irrationnel ce débat. C'est irrationnel. Toutes les études montrent d'ailleurs que si préoccupe beaucoup les 20 km avec 10 km/h de moins, vous perdez 3 minutes, je crois, sur votre temps de trajet. Mais il faut arrêter, enfin, je veux dire. Et de voir des élus de droite, de gauche, qui se sont engouffrés là-dedans, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à dire. Il est là le sujet. C'est que contre le gouvernement, ils n'avaient rien à dire, ils étaient démunis, ils se sont saisis de cette chose-là, et ils ont joué de la pire des démagogies. Il faut les dénoncer, ces élus-là, parce que finalement, ils étaient pour qu'il y ait plus de morts sur les routes. Mais c'est incroyable, quoi. Or, le rôle principal d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Et la sécurité routière fait partie de cette responsabilité-là. Mais comment vous expliquez qu'au centre de ce débat national, ces sujets, ces thématiques reviennent? J'ai écouté ce qui se passe parce que c'est parti de là. Les gens ne supportent pas d'avoir à prendre leur voiture, d'être sans arrêt pris par des radars en allant travailler. Il y a une vraie problématique. C'était ça le sujet. C'est pas valable pour les Parisiens, peut-être. C'est là où le gouvernement a mal joué, c'est que ça a été pris pour une mesure punitive sur le plan financier. Oui. Ça, c'est vrai qu'ils auraient dû accompagner et aménager la chose sur ce front-là, en disant, c'est pas pour l'adapter au moins à certaines Parce que les Français, beaucoup de Français ont considéré que c'était pour leur faire les poches. Ils n'avaient pas tout à fait c'est vrai qu'il y a eu un déficit de communication, il faut être assez fin dans ce genre d'exercice, et sans doute aussi de méthode. Ça prouve que, mais c'est ce qu'est en train d'expérimenter le président de la République, la méthode jupitérienne, ça fonctionne plus. Merci beaucoup. Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On vous retrouve évidemment mardi prochain. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, aux Zap Matin de Christophe Combarieux. On le regarde ensemble. C'est ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques, et ce matin dans les autres matinales d'infos. On se retrouve après. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, n'a été la victime des forces de l'ordre. Le chef de l'État, c'est un bel hypocrite, moi je veux vous dire, quand je l'entends. D'abord, il peut évidemment faire des compliments à ses forces de l'ordre, et les forces de l'ordre, il les a privées de moyens. Il leur a pas donné beaucoup de moyens. Cette situation de chaos, c'est la sienne. Donc aujourd'hui, dire aux forces de l'ordre qui sont épuisées et fatiguées qu'il les soutient, c'est bien le minimum. 6 mois que les routes nationales sont limitées à 80 km/h. Pour l'instigateur de la mesure, Édouard Philippe, c'est l'heure du bilan. Sur les 5 dernières années, et si on regarde exclusivement sur le réseau concerné par la mesure 80 km/h, le réseau secondaire, c'est 116 vies qui ont été épargnées depuis le 1er juillet. Les 80 km/h, je le maintiens, ça n'est pas une bonne mesure. C'est une mesure qui est absurde, qui a été imposée uniformément sur le territoire. Elle peut produire temporairement des résultats, mais la seule façon d'assurer la sécurité de nos compatriotes quand ils roulent sur nos routes, et notre région en est un parfait exemple, c'est de sécuriser les itinéraires. Et jeudi dernier, c'est l'entourage de Laurent Wauquiez qui révèle une petite phrase qu'aurait prononcée le président. Les 80 km/h, je n'y suis pour rien. C'est mon Premier ministre. C'est une connerie. Ce n'était pas dans mon programme. On a cru comprendre qu'Emmanuel Macron n'était pas très fan de cette mesure. Est-ce que c'est un bras de fer que vous avez gagné face au président de la République? Il n'y a aucun bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre. Jamais? D'abord, c'est pas le sens des institutions. Et ensuite, c'est pas le genre de la maison. Qu'est-ce qui a déplu dans la mesure des 80 km/h? C'est son uniformité. C'est le fait qu'on l'applique d'un seul coup, sans beaucoup de concertation, avec évidemment le désir de bien faire,
Et je crois qu'on a bien fait, quand je vois les résultats. Vous engagez à ne jamais revenir sur cette mesure? Je vous ai dit ce que j'en pensais. On rentre dans le débat. Un bon débat, c'est souvent un débat éclairé. Je livre ces résultats à l'analyse des Français, à l'analyse des élus. Et puis le débat va poursuivre. Ah, donc vous pouvez encore changer, ça veut dire? C'est pas au Premier ministre, au chef de l'État d'aller, entre guillemets, emmerder les Français toute la journée pour savoir si on va rouler à 80. Et puis en plus, on ne se retrouve plus entre le 30, le 50, le 90, le 110. Le 130, on ne sait plus à quelle vitesse on roule, où et comment. Donc il faut mettre les zones accidentogènes et laisser faire les territoires. Ayez un peu confiance dans la ruralité. Voilà, dans un instant, la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat. A tout de suite.